Une rapide présentation concernant mon activité. Je suis Nicolas Ivaldi, fondateur d'un cabinet Venturi dédié aux startups depuis 2007, qui a rejoint le groupe EY en 2016. Nous accompagnons les start-upers dans tous les bons moments de leur vie et les moments de doute et les moments beaucoup plus difficiles. On partage leur quotidien. Dans ce cadre-là, j'ai eu la chance et j'ai encore la chance d'accompagner Denis depuis quelques années. Et on vous propose un moment de partage autour de son expérience. Expérience atypique au travers l'homme qu'il est, les épreuves qu'il a dû affronter et le succès qui est le sien aujourd'hui. Denis, merci encore, tu as la parole. Merci Nicolas. Donc pour le contraste entre un des titres que j'ai et ce que je fais maintenant, la base c'est d'expliquer comment on peut passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire d'une carrière donnée tout à fait différente, en gros diriger un laboratoire de recherche à diriger une entreprise. La manière dont je vais le faire, c'est quelque chose d'un peu difficile que personne n'ose vraiment dire, c'est-à-dire quelles sont les erreurs que l'on fait pour apprendre, comment on surmonte ces erreurs et comment on peut avoir la chance de réussir. Donc à qui je m'adresse en disant tout ça? Je m'adresse à des gens comme vous qui soit ont déjà créé une entreprise, soit qui veulent créer une entreprise, qui ont une ambition d'entreprendre. Donc cette ambition d'entreprendre, elle est à la base de ce que je fais. Ce que j'ai fait suppose un grand background technique dont je parlerai très peu. Juste pour situer ce que je fais, c'est une entreprise à l'heure actuelle qui part des déchets qui sont méthanisés, donc c'est un gaz avec des polluants, et nous on transforme ça en deux produits qui deviennent des produits vendables, du méthane liquide, appelé bio-GNL, et du CO2 liquide, qui est aussi un produit intéressant pour l'industrie. Donc c'est ça qu'on fait, c'est un dispositif industriel. Et en fait, comment on a réussi, à travers des méandres extrêmement délicats, à aboutir à ça? Donc la question, c'est entreprendre, et dans mon cas particulier, c'est avec une carrière précédente. C'est pas... Je ne sors pas d'une école en me disant « je vais entreprendre, je vais créer une entreprise sur un concept donné ». Donc, cette entreprise, au point de départ, la première erreur, puisqu'on va parler des successions d'erreurs, est de voir ce que c'est qu'en surmontant certains types d'erreurs, on gagne. Je terminerai en précisant 3 familles d'erreurs. L'erreur fatale, qui est à la base même de l'itinéraire. L'erreur évitable, qui suppose d'aller voir les autres, et en fait, l'erreur productive, celle qui permet de gagner des éléments. Donc la première chose, lorsqu'on a une carrière derrière soi, c'est de penser qu'avec l'expérience acquise, et en particulier la capacité à créer du business, ça va être la même chose dans la nouvelle vie. Et en fait, là, on va tomber sur des surprises successives. L'itinéraire d'un start-upper, ça va être par exemple d'aller chercher des fonds. Ça va de se dire qu'on va s'allier avec un grand groupe, par exemple, et qu'on va, à partir de financements publics, arriver à créer l'activité de l'entreprise. Donc en France en particulier, on a des schémas d'aide où vous êtes aidé à 50%. On se dit avec 50%, si la somme est très grosse, on va y arriver. Et en fait, on s'aperçoit tout de suite qu'il faut avancer la trésorerie. On s'aperçoit tout de suite qu'il faut être en bonne santé et que bonne santé d'une entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des fonds propres. Donc la première chose qui est très délicate quand on crée une entreprise ambitieuse, c'est au lieu de dire le besoin de fonds propres de l'entreprise, c'est quelque chose qui ressemble à 10 millions, on ne va pas oser dire c'est 10 millions, on va oser dire c'est par exemple 2 millions. Et on commence déjà la mise en risque. Les bonnes nouvelles, quand même, c'est qu'on est capable de convaincre autour de soi, ce qu'on appelle la love money. Et en fonction de ses moyens propres, on va agréger beaucoup ou peu. Dans mon cas, j'ai agrégé en plusieurs étapes beaucoup. Et donc, bizarrement, vous dites si vous agrégez beaucoup, en l'occurrence 56 actionnaires, vous dites ben, c'est quand même une preuve. Et en fait, vu des financeurs, c'est une contre-preuve. C'est considéré comme ingérable.
Donc d'un seul coup, au moment où vous avez besoin de beaucoup plus de financement, et que vous dites, vous voyez, j'ai quand même récolté 2 millions et quelques, il vous regarde et il vous dit, mais attendez, vous êtes ingérable. Donc il va falloir que vous vous débarrassiez de votre actionnariat. Ce qui est quand même, une fois qu'on a convaincu des amis, autour des amis, etc., c'est quand même un mouvement un peu difficile de se dire qu'on va directement abandonner ceux qui vous ont aidé. Donc ça fait partie des difficultés. L'autre chose, c'est quand on cherche de l'argent, quand on va pitcher, quand on va essayer de convaincre, on va recevoir ce que je vais appeler des oukases. Le premier oukase, par exemple, ça dépend complètement des fonds parce que c'est contradictoire. Le premier oukase, quand vous arrivez, par exemple, que vous êtes vécu comme un technologue, encore pire comme un scientifique, enfin, ça commence à devenir très grave pour un entrepreneur d'avoir ces qualificatifs-là, on vous dit, mais vous ne connaissez rien à l'entreprise, donc il vous faut un directeur général. Donc ça commence très fort, vous vous rendez compte que à peine vous commencez, vous devez changer votre mode de fonctionnement et vous devez inventer extemporané le fait de trouver des alliances qui sont non pas forgées sur la fréquentation longue de différentes personnes, mais sur une rencontre instantanée de ce qu'on va appeler, il n'y a pas de méchanceté dans ce que je dis, des managers en transition. Et donc là, vous commencez à avoir un défilé et vous devez évaluer et vous devez voir si ça se passe bien. Au bout du compte, si vous voulez avoir les fonds, admettons 3 ou 5 millions d'euros, à ce moment-là, alors je rappelle quand même, on est arrivé au bout du compte à lever 9 millions d'euros et la société à l'heure actuelle est évaluée à 20 millions d'euros. Donc vous voyez, je pourrais raconter l'histoire de manière extrêmement positive. Et donc, dans le moment dont je parle, le moment où on allait pitcher, on a vu des tas de fonds dans notre domaine particulier, qui est celui de l'énergie. Au bout du compte, en fin 2014, on était complètement à sec. Et donc là intervient quelque chose de très important sur l'apprentissage qui s'appelle les écosystèmes. Moi, j'ai eu la chance de connaître trop tard l'écosystème Scientipol dans la région parisienne. Et donc, on était broke, pour reprendre le terme anglais un peu discret, et on a trouvé quelqu'un dans l'écosystème, dont Nicolas fait partie, qui a trouvé en 10 jours un family office qui nous a prêté 600 000 euros, qui nous a permis d'avoir le nez juste hors de l'eau pour aller chercher l'argent dont on avait besoin pour continuer la vie de la société. Donc, première erreur globale, sous-estimer les besoins en fonds propres. Deuxième erreur, penser qu'on allait créer les fonds propres par notre activité. Troisième erreur, croire que les financements publics sont la manne qui va vous permettre de marcher. 3 erreurs. Du coup, on apprend ce qu'est la trame d'un certain nombre de startups, surtout si elles sont ambitieuses et avec un niveau technologique qui demande pas mal de fonds, les vallées de la mort. Et donc, à chaque fois que vous êtes dans une vallée de la mort, donc vous êtes sous pression, et au lieu de dire l'entreprise a besoin de 2 millions d'euros, 3 millions d'euros, vous dites l'entreprise a besoin de 300 000 euros. Vous jouez petit bras parce que vous êtes en train de vouloir faire vos preuves. Et donc, il faut se débarrasser de ça. Assez délicat. Et après, il y a un certain nombre de choses qui sont les rencontres et les coups de chance. Donc nous, on a eu le coup de chance de tomber sur un fonds émergent, je dis bien fonds émergent, qui n'avait pas les mêmes critères que les autres fonds. Et à partir de là, le fonds nous a posé essentiellement une condition. Vous avez 3 technologies, ça fait 2 de trop, vous débrouillez comme vous voulez, mais vous en débarrassez et nous on financera une seule technologie, mais on vous laisse choisir la technologie en question. Donc quand vous êtes dans cette situation-là, et on m'avait proposé à peu près la même chose, mais différemment un an avant, là vous dites oui. Vous dites oui, et vous commencez à avoir les moyens de faire autrement. Et dans ces moyens de faire autrement, vous apercevez que les tentatives que vous aviez faites et la déformation que vous aviez faite d'un certain nombre de choses pour pouvoir développer techniquement l'entreprise, vous commencez à souffler. C'est complètement différent. Donc, cette question, moi, c'est ce que j'appelle
la question du ludion. C'est-à-dire, vous allez au fond, le fond arrive, vous rebondissez et ça remonte. Par contre, la conscience qu'on a, et qui est très très importante dans l'apprentissage de la création d'entreprise, c'est que vous pouvez être au fond et l'entreprise peut rester au fond. Mais ce n'est pas vous qui restez au fond. C'est-à-dire qu'un des critères possibles de savoir si vous êtes un bon créateur d'entreprise, c'est aussi d'avoir loupé la première ou la deuxième entreprise et de rebondir. Donc, nous, on a eu la chance que la deuxième entreprise soit en fait une filiale de la première. C'est-à-dire qu'on n'a pas abandonné nos actionnaires, on a abandonné des activités, on a revendu un fonds de commerce sur une technologie donnée, pompe à chaleur pour le bâtiment, et on a continué sur la technologie qui nous est apparue comme étant la plus forte, parce qu'elle a un potentiel international. Et à partir de là, on a réécrit différemment les choses. On a réécrit les choses parce qu'on avait les moyens qui correspondaient au développement. Du coup, on a eu une politique de structuration de l'entreprise qui était complètement différente. Comme par hasard, on n'a pas eu de directeur général. Par contre, on avait un directeur financier, on a un directeur financier, pardon, on a un directeur commercial et on a un directeur industriel. Et moi, j'ai gardé la direction technique. Donc, pas du tout le schéma qu'on nous imposait, un schéma différent qui s'est construit progressivement, très logiquement. Pour revenir sur une autre question clé sur la création de l'entreprise, sur la création de l'entreprise, il faut 3 fonctions. Il faut la fonction technique ou produit, il faut la fonction commerciale, ces deux-là peuvent être jointes, et il faut la fonction financière. Et la finance d'entreprise pour les startups, ce n'est pas une finance classique. Donc, c'est pas commode. Donc, il faut, soit on a la chance d'avoir un binôme ou un trinôme qui rassemble les compétences adéquates, mais il faut savoir que de toute manière, il y aura un processus d'apprentissage. Donc, dans le contexte français, la question de l'apprentissage par l'erreur n'est pas quelque chose de bien vu. Et donc, il faut restituer la place des différents types d'erreurs. Quand vous changez de métier à un autre, vous devez changer de peau, vous devez changer d'habitude et vous devez avoir la patience, voire la modestie d'apprendre. Par contre, ce que vous avez acquis avant va se revivifier à l'intérieur du nouveau profil, mais le profil d'un entrepreneur, dans mon cas particulier, n'a rien à voir avec le profil d'un directeur de laboratoire, mais rien. Donc il faut avoir la modestie de réapprendre, de changer de peau. Et d'autre part, après, si vous avez la chance d'avoir les fonds propres qui vous permettent de développer, vous pouvez structurer correctement votre entreprise en fonction des besoins vrais. À partir de là, vous commencez à changer. Le mot start-up commence à sortir de votre bouche. Vous êtes dans une entreprise innovante. Vous commencez à être considéré. Naturellement, à ce moment-là, il faut faire les preuves auprès des clients. Il faut que les banques soient d'accord pour financer des produits qui coûtent plusieurs millions d'euros. Vous avez tout un tas d'autres éléments d'apprentissage, mais j'oserais dire que c'est un apprentissage normal de la création d'entreprise. Donc, la chose importante que je retiens pour apprendre vite, c'est que la première chose, c'est qu'il faut se mettre dans l'écosystème qui va bien. L'écosystème qui va bien, c'est l'écosystème des startups. Pour moi, un écosystème de startups qui va bien, c'est premièrement, c'est que les anciens qui ont réussi viennent faire la courte échelle aux nouveaux qui arrivent. Donc, par la courte échelle entre créateurs d'entreprise, c'est se donner des éléments de compréhension qui changent de 3 mois en 3 mois. Du coup, il y a une sorte de noria de connaissances, de noria de bons trucs et de mauvaises, et aussi de garde-fous qui sont extrêmement importantes. Donc, les startups qui réussissent le plus vite possible, c'est celles qui trouvent un écosystème dans lequel ça va bien. Dans cet écosystème, vous allez trouver des gens indispensables qui sont, par exemple, les gens du juridique qui sont capables de vous accompagner, en particulier à la fois sur la rédaction des documents qui définissent votre SAS ou autre. Deuxièmement, qui sont capables de négocier avec les fonds. Et d'autre part, aussi, vous allez avoir besoin de gens qui vous introduisent correctement dans la recherche de fonds. Ça, c'est par exemple des fonctions, et on va tomber sur des gens bien, on va tomber sur des gens moins bien, mais ce n'est pas grave, parce qu'on est dans le processus d'apprentissage qui va. Il ne faut jamais oublier que l'humain, dès qu'il est tout petit, la première chose qu'il sait faire, c'est l'imitation. Donc si on est dans un milieu
où on est capable d'imiter très rapidement des gens qui vont bien et des gens qui vont moins bien, du coup on s'en dégage. C'est ça le point extrêmement important. Et ce processus d'apprentissage, pour moi, c'est quelque chose qui se fait entre 6 et 12 mois, pas plus. Par contre, il faut avoir l'intelligence de s'y plonger tout de suite. Voilà ce que j'ai à dire. Je dirais que pour le futur de l'entreprise que je dirige, Cryopure, qui, je pense, va avoir un développement très important. En tout cas, ce que je n'oublierai pas, c'est qu'une fois qu'on aura réussi, effectivement, je ferai partie de ceux qui reviendront vers ceux qui apprennent à réussir. Merci Denis pour ce témoignage. Donc, si on reprend un peu ton sujet, une expérience difficile qui finit bien, un apprentissage à une époque de ta vie où tu pensais sans doute avoir les armes nécessaires pour avancer. C'est ça tout l'art de la start-up, de la société innovante, c'est peut-être un terme qui correspond plus, ou de l'entreprise innovante. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que le propos a éveillé chez vous quelques points de vigilance et d'intérêt. Merci.